Vous prenez n'importe quel Africain, vous lui dites, citez-moi 5 marques de votre pays. La probabilité qu'il bug est très forte. C'est quoi la Maison d'Afrique? La Maison de l'Afrique est une société anonyme créée par 3 chefs d'État, Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor et Georges Pompidou, qui en 1974 ont voulu doter l'Afrique d'un véhicule de promotion des économies de l'art et de la culture. Et quel est votre rôle dans tout ça? Que dans chacune des chambres de commerce des 54 pays africains, il y ait un guichet et une équipe capable d'accompagner toutes les activités du pays, tous les produits qui ont les ingrédients pour être une marque, à s'identifier comme marque, à se protéger comme marque, à se promouvoir comme marque. La Côte d'Ivoire s'est battue corps et âme pour récupérer l'appellation Attiéké. Le premier vendeur d'Attiéké au monde, c'est pas la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai appris ça. Dans mes recherches, j'ai vu que c'était la Chine. Ne me confirmez pas ça, monsieur Camara. Mais vous le confirmez vous-même puisque vous avez fait des recherches. Incroyable. Bienvenue dans votre podcast Brand Licensing Africa. Aujourd'hui, on est à Abidjan et on reçoit un acteur qui va nous expliquer tout ce qu'il faut pour le branding. En Afrique, on a des marques, on ne sait pas quoi en faire. Est-ce qu'on arrive à se faire réellement de l'argent avec nos marques? Est-ce qu'on s'impose dans le marché international? Restez connectés parce que la personne que nous avons aujourd'hui va vous ouvrir de grandes portes. Bonsoir. Bonsoir Yasmine. Comment allez-vous, monsieur Camara? Je rends grâce, je vais très bien, merci. Très heureuse de vous voir. Alors, la première question que j'aimerais vous poser, c'est quoi la Maison d'Afrique? Très bonne question parce que cette maison est méconnue et pourtant elle est dans sa 52e année. Ah. La Maison de l'Afrique est une société anonyme de droit français. C'est une société anonyme qui a plusieurs singularités. La première, c'est qu'elle a été créée par 3 chefs d'État. Donc, c'est pas banal qu'une entreprise soit créée par des chefs d'État. Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor et Georges Pompidou, qui en 1974 ont voulu doter l'Afrique d'un véhicule de promotion des économies de l'art et de la culture. Donc, depuis 52 ans, la Maison de l'Afrique, basée à Paris, fait la promotion de l'excellence africaine. Sa deuxième singularité, c'est que c'est une société anonyme qui appartient à 11 actionnaires, 10 pays africains et la France. Et ces 10 pays africains sont représentés au conseil d'administration de la Maison de l'Afrique, puisque c'est une société anonyme, par les présidents des chambres de commerce de leur pays d'origine. Et alternativement, tous les 3 ans, le président du conseil d'administration de la Maison de l'Afrique change. Et actuellement, le président du conseil d'administration de la Maison de l'Afrique est le président de la chambre de commerce de Côte d'Ivoire, M. Fama Touré. Très bien. Et quel est votre rôle dans tout ça? Le rôle de la Maison de l'Afrique, depuis sa création, ça a été de répondre à une question que les assemblées générales des chefs d'État en 1972 se sont posées, c'est de dire comment pouvons-nous faire mieux connaître l'Afrique en dehors de son continent. En Occident et ailleurs. Voilà. Donc il faut se remettre dans le contexte. 1972, donc on est une dizaine d'années après les indépendances africaines, l'Afrique est méconnue. C'est ça, c'est très tôt d'ailleurs. Donc c'est très tôt. Donc très tôt, ils se disent, mais tiens, avec tous les véhicules qui existent, il en manque peut-être un qui pourrait être une société anonyme qui va se consacrer à faire la promotion de l'excellence africaine. Et l'excellence africaine qui se distingue en matière économique, artistique et culturelle. Voilà la raison d'être de la Maison de l'Afrique. Donc elle a fait ça plus ou moins bien parce que entre les années 70 et aujourd'hui, parler de l'Afrique ne se fait pas de la même manière. Des fois, je dis, cette société pourrait même être créée aujourd'hui parce que est-ce qu'on connaît véritablement l'Afrique hors du continent? C'est bien dit. Alors, que de grands noms cités. On parle de Georges Pompidou, on parle de Léonard Senghor, on parle aussi du feu président Félix Houphouët-Boigny. C'est vraiment une initiative prise par des grands hommes. Et vous suivez aujourd'hui, en 2026, qu'est-ce que la Maison d'Afrique pourrait apporter à toutes ces personnes qui ont des entreprises ici en Côte d'Ivoire? Alors, c'est ce qu'elle essaie de faire, en fait, en 2018. En 2018, le conseil d'administration de la Maison de l'Afrique s'est réuni pour réécrire la vision. Vous savez, comme toute entreprise, il est important à un moment donné de se projeter sur les 10 ans, 20 ans, 30 ans à venir.
Et le conseil d'administration a décidé que un des éléments qui ont fait la pérennité de la Maison de l'Afrique, qui a été le branding et la licence de marque, soit mis au profit des économies africaines. Voilà, c'est cette décision qui a été prise en 2018. Est arrivé le Covid, donc la mise en œuvre a été un petit peu compliquée. Je dirige la Maison de l'Afrique depuis 2022. Et là, nous avons modélisé quelques véhicules qui peuvent permettre de traduire cette ambition du conseil d'administration en actions concrètes pour les pays. C'est ça. Donc, BLA, Brands Licensing Africa, est un de ces véhicules-là. Oh, OK. D'accord. Alors, qu'est-ce que c'est que le licensing, si je le prononce bien, de marque? Alors, et ce concept, il est très peu connu en Afrique. Il est peu connu et c'est assez frustrant parce qu'on cherche des domaines de croissance économique pour l'Afrique, qui est un continent extrêmement créatif et innovant depuis des décennies. Mais voilà un domaine d'activité qui est le licensing. En français facile, je dirais la concession de propriété de marque ou de propriété de savoir-faire. Voilà, c'est une concession d'un savoir-faire. Ce licensing dans le monde, c'est entre 350 et 400 milliards de dollars par an de chiffre d'affaires. Donc voilà un domaine d'activité florissant dans lequel la Maison de l'Afrique joue, elle, puisqu'elle en tire profit, mais dont l'Afrique ne tire pas profit. Voilà, c'est ça le licensing. C'est comment un territoire, une nation, une entreprise, une marque, un savoir-faire, un talent, donne concession dans un cadre juridique à un industriel ou à un partenaire pour utiliser sa marque pour l'activité de son partenaire et que cela lui génère des revenus. C'est ça le modèle économique du licensing. Il est où le marché du licensing en Afrique et quels sont les secteurs les plus dynamiques? Alors, le marché du licensing en Afrique est un marché naissant, comme je vous l'expliquais à Yasmine. C'est-à-dire qu'à partir du moment où le protocole qui fait que les activités économiques bénéficient de la concession de marque ne sont pas mis en place, le marché n'existe pas. C'est ça. Alors, donc il est gigantesque. C'est vrai. Il est gigantesque dans le sens où toutes les activités qui ont des ingrédients qui leur permettent d'être des marques sont potentiellement des activités qui peuvent être licences. OK. Donc il est gigantesque. C'est vrai pour l'agriculture, c'est vrai pour le textile, parce qu'on pense souvent à la mode quand on parle de marque, mais c'est vrai aussi pour la technologie. Vous savez, ce qui a fait la fortune de pas mal d'industriels en Asie du Sud-Est, c'est la maîtrise c'est le dépôt de brevets qu'ils ont donné concession à des marques importantes aux États-Unis, qu'ils ont mis dans leurs machines et ont vendu. Mais les revenus de cette licence liée au dépôt du brevet a permis aux industriels de l'Asie du Sud-Est de s'enrichir. Pour ensuite, eux, devenir des marques. Parce que comme ils maîtrisaient la fabrication de ces produits, ça peut être des devices, ça peut être des smartphones dont ils maîtrisaient le processus interne, ils n'avaient plus qu'à fabriquer les leurs avec les mêmes technos. Très intelligent. Hein? Et là, on arrive au moment où le branding fait la différence. Parce que le même smartphone, avec un dessin d'une pomme croquée dessus et un H sur le modèle d'à côté, n'a pas la même valeur de marché. C'est sûr. C'est ça la force. C'est ça la force de la marque. Ah. Voilà. Donc, la licence de marque pour l'Afrique, c'est... Et à travers Brand Licensing Africa, qu'est-ce qu'on essaie de faire avec la Chambre de commerce d'industrie de Côte d'Ivoire, qui est l'organisateur de ce salon? C'est ouvrir la porte au marché du licensing à toutes les activités économiques, artistiques et culturelles ivoiriennes et africaines. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tout le monde pourrait s'inscrire Évidemment. Toutes les entreprises, ou ça, c'est que des industriels. C'est quoi vraiment? Qu'est-ce que vous avez dans le viseur? Alors, nous avons une ambition à 10, 20 ans pour ce salon. Je pense que ce salon, dans 10 ans, 20 ans, sera un des plus grands salons en Afrique. Pourquoi? Parce que vous traitez tout. Ah, d'accord. Vous traitez tous les sujets. Vous traitez l'industrie. Vous traitez la transformation de tout type de produits. C'est ça. Quand on est dans les hydrocarbures, la Côte d'Ivoire est en train de devenir un pays d'hydrocarbures. Quand on pense à l'hydrocarbure, quand on est francophone, il y a des marques.
En effet. qui nous viennent en tête. En Quand effet. on a son véhicule et qu'on doit faire le plein de son véhicule, il y en a chez qui on ne va pas par hasard. C'est vrai. Voilà. Mais pourquoi on ne va pas chez les autres? Parce que c'est une marque que l'on connaît. Mais quand on met cette marque dans l'échiquier mondial, elle est un nain par rapport au plus gros du secteur d'activité. Donc c'est pour ça que ça va être un grand salon, parce que ça va être un salon qui va permettre à tous ceux qui ont une activité De pouvoir... exactement pour pouvoir accéder au marché du licensing après avoir été reconnu comme une marque. D'accord. Et ça va permettre d'enseigner cette notion de marque. Mhm. Parce que souvent, on a des raccourcis. À partir du moment où on a un savoir-faire et qu'on a à peu près un beau packaging, on maîtrise Bah, à peu près ça. totalement. Voilà, C'est ça. on lance. On lance et puis, et ouais. voilà. Bah et puis oui. les réseaux sociaux On se contente que de ça. sont venus envenimer tout ça. On C'est dit, vrai. voilà, je suis une marque. Voire même, je suis une marque de luxe. C'est vrai. Comme si on pouvait se décréter marque de luxe Ah, c'est vrai. en quelques années. C'est Les ça. plus grandes marques de luxe mondiales sont centenaires. C'est vrai. C'est ça le C'est sujet. des héritages de famille. Exactement. C'est vrai. Donc, ça va poser la question de transmission. Mhm. Et quand vous posez la question de transmission, vous structurez parce que la marque vous permet de travailler pour que ce que vous faites pour être identifié comme une marque vous survive. Ok. Du coup, j'ai envie de vous poser la question. Nous avons le cacao en Côte d'Ivoire qui est transformé en crème de beauté cosmétique, que ce soit comestible ou on dira cosmétique. Et aujourd'hui, le beurre de karité pilue les marchés à l'international. Mais en ce qui concerne le beurre de cacao, très peu de personnes encore s'y mettent. Alors, si une personne ou une entreprise ou une industrie en Côte d'Ivoire décide de faire une grande marque, quels sont les processus à suivre? Quelles sont les démarches? Je disais, quel est le processus? Quelles sont les démarches? Alors, comme on dit en Côte d'Ivoire, je ne vais pas livrer les secrets cadeaux. Ah, mais non, mais monsieur Camara, il faut livrer les secrets. Pas en livrant les secrets, vous attirez encore plus de monde. En réalité, ce qui fait que vous devenez une marque, c'est la reconnaissance dans votre produit d'une régularité D'accord. de votre pratique. Donc, toutes les Donc, si on licences. parle de beurre de cacao, si on parle de beurre de karité, etc., quand vous prenez des pays comme le Pérou ou la Colombie, les déclinaisons du cacao, parce qu'ils en font énormément là-bas, sont 10 fois plus nombreuses Ah oui, quand que le même. chocolat. Ben oui, c'est un produit naturel qui C'est peut être vrai. utilisé de plein de façons. Ouais, avec cheveux, Pour la sur beauté, le pour les corps, cheveux, pour le nourriture. corps, pour faire pour faire la nourriture. En Les effet. cabosses sont utilisés pour faire des intrants, sont utilisés en énergie, sont utilisés pour faire l'engrais. Ça n'a pas de limite. Donc, l'inventivité autour des produits naturels n'ont pas de limite. Mais pour que vous soyez reconnu comme une marque, il faut maîtriser une chaîne de valeur dans D'accord. la fabrication du produit qui va rassurer des petits ou des grands industriels qui viendront vous acheter cette matière transformée en première ou deuxième ou troisième intention. D'accord. On parle du beurre de karité. Alors, les grandes marques de cosmétiques mondiales, Utilise. elles utilisent oui. énormément, Le shea mais elles ont butter. des périodes sur une année d'activité de déficit sur le marché de beurre de qualité qui répondent aux standards des produits qu'ils fabriquent. Donc, il ne s'agit pas de faire du beurre de karité, ce n'est pas le sujet. C'est ça. Il s'agit de faire un beurre de karité qui rentre dans le standard de la compagnie internationale. Mais là, vous n'avez plus de problème. Donc, si vous êtes une marque reconnue et qui est capable de garantir une stabilité de qualité de beurre de karité, je pense que vous n'aurez même pas assez de beurre de karité en Côte d'Ivoire pour répondre au marché. Bienvenue à la Maison d'Afrique. Exactement, exactement. Tink, j'ai le ticket gagnant. Et c'est là où, parce que la Brand Licensing Africa est la tête de proue d'un protocole, je vous ai expliqué, que nous avons démarré en 2022 au Bénin, C'est ça. qui est un projet plus global qu'on appelle Brands Africa. Brands Africa, l'ambition, c'est à travers les actionnaires de la Maison de l'Afrique, qui sont les chambres de commerce. Donc, il est en modélisation au Bénin. L'idée, c'est à 10 ans que dans chacune des chambres de commerce des 54 pays africains, il y ait un guichet et une équipe capable d'accompagner toutes les activités du pays et tous les produits qui ont les ingrédients pour être une marque, à s'identifier comme marque, à se protéger comme marque, à se promouvoir comme marque. Et quand vous êtes promu comme marque, vous êtes reconnu dans cette régularité de qualité et de disponibilité de produits, le marché du licensing vous ouvre les portes, c'est-à-dire que les licenciés viennent vous chercher eux-mêmes. Vous n'avez pas à aller les chercher. Parce que vous avez fait le travail avant pour garantir votre marque. Une marque désirable,
elle ne vend pas. C'est vrai. Les marques les plus célèbres de montres, elles ne vendent pas. On les achète. Très bien dit. Et on attend 1 an, 2 ans pour les avoir. Ah non, C'est le principe. C'est peut-être le summum, mais c'est la modélisation de... Je passe d'une activité horlogère que je maîtrise, j'en fais une marque et je suis en licence de marque. Et quand vous êtes une licence de marque reconnue en montre, vous êtes décliné sur des sacs, sur des casquettes, dans des palmarès. Monsieur Camara, c'est une masterclass. Et il y en aura énormément le 15 et 16 octobre 2026 au Parc des Expositions. J'y serai. J'y serai parce que j'ai beaucoup de choses à demander. Et vous savez, est-ce qu'il y a des formations justement qui sont faites pour ces personnes? Est-ce que vous y pensez? Oui. Pour être des marques, pour être une marque reconnue en dehors de toute la paperasse, de toutes les licences qu'il faut avoir, on veut participer, on veut être avec vous, on veut être dans tout ce qui est international. Parce que là, vous me donnez envie de créer ma marque sur place. Mais j'espère que ça donnera envie aux marques existantes déjà de rentrer dans un standard de qualité et de répondre à ce que leur marché attend pour ensuite aller vers le marché de licensing. Et surtout que ça donne envie à tous ceux qui font de l'activité de penser à la notion de marque. C'est vrai. Parce que ça vous oblige. On y pense moins des fois. Ça vous oblige d'être une marque. Ça vous oblige à un standard de qualité. Oui, la Chambre de commerce de Côte d'Ivoire, par exemple, est en train de lancer un grand programme qui s'appelle Brand Licensing Africa Academy. Il s'agit d'un parcours où des entrepreneurs vont être accompagnés pour avancer sur le marché du branding. Et pendant le salon de licence de marque Abidjan 2026, il y aura, comme il y a eu pendant le salon Brand Licensing Africa Abidjan 2024, des masterclass. Mais vous voyez bien, Yasmine, que c'est court, en 2 jours. C'est court, j'avoue. Mais c'est pour ça que je parle d'ambition de 10 ans et de 20 ans. C'est vrai. C'est une industrie. L'industrie de la marque est une industrie avec ses codes. Il faut qu'on y entre et qu'on la balise pour avancer. Alors, nous les Africains, on veut faire des sauts, on veut aller vite, mais vous ne pouvez pas faire l'économie du temps long qui vous permette de maîtriser ce que vous faites. Et sur le branding et le licensing, il faudra du temps. Il faudra 5 ans, certains, parce qu'ils ont plus ou moins ce qu'il faut pour avancer. Il faudra 10 ans d'autres. Il faudra 20 ans. Il y a des marques qui vont naître de leur rencontre des experts qu'ils verront à Brand Licensing Africa à Abidjan. Leur intention de faire une marque va naître là. Et dans 10 ans, ce seront peut-être les leaders du marché de la ZLECAf, qui est le marché africain qui va s'ouvrir, pour ne pas se laisser damer le pion par des marques étrangères, par exemple. Et dans 10 ans, peut-être qu'elles ne vont plus vendre, mais les gens vont acheter. Les gens vont acheter, exactement. mais c'est vrai pour les marques de grande distribution, mais c'est vrai aussi pour les produits. Alors, comme on est en Côte d'Ivoire, je vais donner un exemple. La Côte d'Ivoire s'est battue, corps et âme, pour récupérer l'appellation Atiéké. Oui. Donc, c'était un label, Atiéké des Lagunes, c'est Atiéké qui appartient à la Côte d'Ivoire. Le premier vendeur d'Atiéké au monde, c'est pas la Côte d'Ivoire. Oui, j'ai appris ça. Dans mes recherches, j'ai vu que c'était la Chine. Ne me confirmez pas ça, monsieur Camara. Mais vous le confirmez vous-même, puisque vous avez fait des recherches. Incroyable. Donc, ça ramène à la question de la protection. Souvent, quand on a cette marque, quel que soit le type d'activité que l'on fait, on s'empresse de protéger. C'est bien de protéger, mais vous protégez quoi? Et souvent, dans le questionnement de la protection, quand l'OAPI, l'OIPI pour la Côte d'Ivoire ou l'INPI pour la France vous interroge sur ce que vous allez mettre dans votre protection, le détenteur de la marque est agacé. Mais alors que c'est tout votre knowledge qui est là, c'est toute votre connaissance qui est là. Donc, et votre aptitude aussi à produire. Je parlais de standards de qualité. Les volumes de consommation mondiale d'Atchéké, la Côte d'Ivoire n'est pas structurée pour y répondre. C'est pour ça que c'est pas elle qui répond. C'est pas grave, c'est un champ du possible. C'est un champ du possible. Vous ne pouvez pas répondre avec un standard artisanal, même sur un produit que vous considérez basique. Il n'y a pas de produit basique. Faire un bon attiéké, ce n'est pas basique. Quand vous faites un bon attiéké dans une zone, moi qui suis né en Côte d'Ivoire, qui ai grandi, j'aimais bien la Bojama, mais c'est la Bojama, voilà un savoir-faire, voilà un type d'attiéké qui peut être une marque. C'est vrai. Qui demain rencontre les premiers consommateurs d'attiéké, de semoule de manioc, sont les Asiatiques. C'est vrai. Donc vous détenez un produit, un savoir-faire qui vous ouvre un marché de 3 milliards de personnes. C'est ça le sujet. Waouh.
Ça me fait rêver, je vois des chiffres, des zéros et des zéros et des zéros. Mais c'est tellement bien dit, en fait. Parce qu'en effet, nous avons toutes ces choses, mais on n'a pas encore cette possibilité d'imposer la marque, de respecter tout ce qu'on nous demande de respecter avant même d'arriver dans le licensing. Et Exactement. on est vraiment loin. Alors, est-ce que c'est type juste pour les pays francophones ou les pays anglophones aussi sont pareils? Africains, je dirais. Les pays anglophones sont également. C'est le même. C'est pareil parce On que nous fait croire que là-bas, Afrique. c'est beaucoup plus. Non, non, je sais que l'Afrique du Sud, il y a une petite dizaine d'années, a essayé de lancer un protocole du type en licensing Africa, ça n'a pas pris. Et puis les marques africaines, vraiment africaines, qu'elles soient anglophones ou francophones, qui s'imposent dans le monde, sont très faibles. On va en retrouver quelques-unes dans des produits technologiques qui ont été boostés par le digital. Quand on va dire NPSA, aujourd'hui, tout le monde va savoir de quoi on parle. Mais avant que NPSA n'explose, il y a eu quelques décennies de travail derrière. C'est vrai. On dit NDM, c'est Afrique du Sud, on va y penser. Mais on reste sur des marques de grande consommation, quand même, qui sont sur des secteurs bien précis. Mais dire que vous prenez n'importe quel Africain, vous lui dites, citez-moi 5 marques de votre pays. La probabilité qu'il bug est très forte. En Côte d'Ivoire, moi, je pourrais en citer quelques-unes quand même. Hein. Allez-y, citez-moi 5 marques. Ben, je vais commencer par Aliwax, Oui, qui est une bien marque vu. qui s'impose, hein, Tout à fait. vraiment. Grand respect. Hein. Tout à fait. Mais je pense qu'elle est dans le processus, ou peut-être qu'elle est déjà. Elle est dans les étapes. J'ai eu la chance de visiter sa C'est dernière ça. ouverture sur les Champs-Élysées, parce que Bah, mes bureaux ne sont pas loin. Ah oui, Ouais, très très belle marque. très belle marque. Ouais, Hein. très belle marque. Deuxième marque, Je viens de voir, il n'y a pas très longtemps, nous avons une marque de véhicules, Panji. Panji. Mais j'ai eu des petits échos que tout n'était pas fabriqué ici, que ça venait justement de la Chine. Mais bon, ça, je me dis que chacun va où il veut pour fabriquer ce qu'il veut, tant que sa marque évolue correctement. Bon, dans le téléphone, le smartphone le plus vendu au monde, la marque la plus célèbre, tout n'est pas fabriqué dans le pays. Oui, c'est ce que les gens ne savent pas. En fait, on est prompt à critiquer sans vraiment faire des recherches. Donc, Aliwax, Panji, très belle question. Récent, un Panji, hein? Très Panji, récent. c'est très récent, Donc, mais ils ont su que c'est on the way. I would say that. Et puis, c'est C'est vrai, dur, hein. hein? C'est dur, hein. Citez-moi 5 marques américaines. Alors, 5 marques américaines, Adidas, Nike, what else do you have? I don't know, I can't remember. And computer. Computer, you have like Apple, Samsung, what else? Marlboro. Bah oui, oui. Marlboro, bah oui. Voilà, donc sur C'est les des 5, marques qui nous ont- vous avez 2 mauvaises pioches parce qu'elles ne sont pas américaines. C'est vrai, lesquelles? Samsung. Elle est pas américaine? Elle est coréenne. Coréenne, Oui, oh mon Dieu. oui. Et pourtant, Non, mais vous voyez la rapidité avec laquelle vous avez cité. Si Ouais. je vous dis, citez-moi 5 marques de cosmétiques ou de textiles français. cosmétiques français, Clarins, Estée Lauder, c'est pas eux, Lancôme, Mhm. qu'est-ce que je voudrais citer? Vous êtes dur. Non, parce qu'il y en a tellement dans ma tête, mais il y a beaucoup de marques anglaises. Bon, Clinique, Oui, ensuite, ce que j'ai encore, Roger Cavaes, oui. marque française cosmétique Nivea, Oui, hein, très bien. Mixa, Voilà. et puis tout Voilà, le reste. voilà. Hein. Voyez, Ouais. c'est pour ça. Alors, moi, je me dis, si dans 10, 20 ans, on est capable, dans chaque secteur d'activité, de citer Mhm. que, allez, 30% des Africains soient capables de citer 5 marques dans tout le secteur de l'activité, on a gagné. On va parler de centaines de milliards de dollars de chiffre d'affaires additionnel fait par le branding. Mhm. C'est ça le sujet. C'est vrai. Donc, et ces marques-là, on prend la dernière que vous avez citée, Nivea, c'est pas une marque qui a 12 ans. Hein. Ouais, et pourtant, elle s'est bien imposée. Hein. Voilà. Et accepter le temps long. Ouais. Et le branding est un exercice qui va casser un peu cette dynamique africaine où on veut semer et récolter le même jour. Pour faire une marque solide, c'est impossible. Ça n'existe pas. Il n'y a aucune marque solide qui a 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc, pour Les avoir marques un sont centenaires. C'est ça. Pour avoir un empire, comme vous parlez de centenaire, un vrai empire, il faut vraiment d'abord les 5 ans. 5 ans d'apprentissage, 5 ans pour savoir ce que ça veut dire avoir une marque. Qu'est-ce que c'est qu'une marque? Comment est-ce que je peux la garder? Comment est-ce que je peux ne pas vendre, mais qu'on vienne l'acheter? Parce que là, on vient de citer les Vous marques. devez les acheter. Il faut... Dès que vous êtes une marque, Yasmine, vous ne vendez plus.
Mais vous voyez le nombre de personnes qu'il y a dans certaines marques comme Swatch. J'ai vu dernièrement Swatch qui sortait sa dernière montre. Mais le monde qu'il y a eu, Oui. ils n'ont même pas pu. Hein, ils n'ont même pas pu donner à tout le monde. Ça, c'est une marque. Ça a été un problème. Hein. Ouais. Une marque Rupture. ne vend pas. Les gens étaient là-bas Ils depuis s'achètent. 2 jours, monsieur Bien sûr. Camara. Bien sûr. Mais quand est-ce qu'on fera ça en Côte d'Ivoire? Mais Inch'Allah, dans pas longtemps. Avec la Maison d'Afrique, tout avec est la Maison de possible. l'Afrique, avec Brand Licensing Africa, ça. avec la parfaite organisation Bien de sûr. la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, parce que c'est sous ce leadership que le salon a lieu pour la 2e édition, il faut Très quand même le bien. marquer. Ah Donc, oui, il y a une 2e résilience. édition. La première édition en 2024, c'était en octobre 2024. Et Nous qu'est-ce que avons vous fait- avez retenu de la première édition? J'ai retenu que le potentiel est plus gigantesque que ce que je pensais. Et bien justement, quels sont les freins culturels ou juridiques qui ont ralenti le développement du licensing ici sur le continent? Mais j'ai envie de dire, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Ah, c'est ça. Hein. Depuis qu'on parle tous les deux, quand on ne sait pas, On ne sait pas, on ne sait pas des On renforcements. parle de marques parce qu'on Un pense vrai qu'on a dé- des marques parce qu'on coûte très bien dans son arrière-cour avec sa grande tante. T'es Et dit. puis qu'on a 10 clients qui nous permettent de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires. C'est pas un chiffre d'affaires, ça. Ah bah tiens, j'avais Moi, je oublié parle. Uniwax. Oui. J'avais oublié. Très belle marque. Très belle marque. C'est vrai. Très mal également. Et vous voyez, quand on parle de marque, c'est intéressant. On revient beaucoup à la grande consommation et on revient beaucoup au textile. C'est vrai. C'est Donc vrai. ça, c'est le deuxième élément. Quand on ne sait pas, on ne sait pas parce que le branding, c'est une industrie. Donc une industrie s'apprend. C'est vrai. Personne ne s'improvisera dans une industrie pétrolière ou chimique sans être allé à l'école, sans être ingénieur chimique, etc. Et on voudrait être expert de la marque Mhm. sans avoir fait ses claques. C'est pas possible. C'est ça. C'est pas possible. Donc, ça veut dire que le licensing et le branding va s'enseigner à l'école. Ça veut dire que le serait bien. licensing va être une chaire dans les universités. Ça veut dire que dans les business schools, on va enseigner le branding. Vous savez, dans les plus grandes capitalisations boursières au monde, quand on prend le bilan qui est l'élément comptable qui va venir exprimer l'excellence de gestion de l'entreprise sur sa pérennité, l'actif immatériel que constituent les marques sont les valeurs les plus importantes des très grandes marques. Ah, Les marques à plus de 1000 milliards de dollars de valorisation boursière, leurs produits ont sur le marché des concurrents qui font des produits 2 fois meilleurs. c'est vrai. Hein. Ça, je suis totalement Mais d'accord parce avec que vous. le produit, il a une pomme sur lui, C'est vrai. mais tout de suite la valeur, elle est différente. C'est tellement Parce vrai. que le véhicule, il a un T plutôt qu'une autre. La valeur, elle est différente. C'est ça la force du branding. Donc nous sommes dans une valeur immatérielle. Donc vous devez la prendre. Totalement d'accord avec vous. Donc il faut être dans cette humilité. Et moi, je pense que des salons comme BLA, des activités comme Brand Licensing Africa, BLA Academy, que les universités s'en emparent, que les écoles de commerce s'en emparent, que les écoles d'ingénieurs s'en emparent, que les experts se forment à ça pour accompagner leurs clients. Ouais. Il faut du consulting. Moi, je suis consultant international. J'accompagne quelques-uns de mes clients à brander en fait leurs activités. Mais tout est branding. Les territoires sont branding. Quand je vous dis Champagne, Ah ouais, je vois. Veuve Clicquot, Laurent Perrier, nanani, nanana. mais c'est un territoire qui a une démarche de branding. C'est vrai. Donc voilà. Et vous pouvez faire un vin pétillant d'une qualité meilleure Je m'apprête à le dire, je sais. qu'un champagne. Ouais. Vous n'avez pas l'appellation champagne. Vous ne vendrez jamais au prix du champagne. C'est vrai. Alors, ce que vous dites, c'est tellement, tellement vrai. Sur les réseaux sociaux, hein, même si c'est vraiment l'échelle est petite, nos sœurs africaines ou nos frères vont sur les réseaux, ils se créent un empire, ils vendent à des millions hein, en quelques jours. Pourtant, ils pourraient faire mieux. Alors, justement, est-ce que les PME ont droit au Brand Licenses Africa? C'est Tiens, elles bon. les premières cibles. C'est vrai? C'est elles les premières cibles. Ah oui. Les grandes marques sont, les grandes entreprises sont accompagnées. Je pense qu'elles ont des services marketing, elles ont des services compétents. Maintenant, elles n'ont peut-être pas les moyens ou c'est peut-être pas la priorité de l'entreprise parce que l'opérationnel prend beaucoup de place. Mais pour les PME, c'est ça le boulevard. Ah. Je reviens à votre exemple du beurre de karité. Imaginez une PME qui arrive à qualifier et sous une marque et à avoir une régularité dans la qualité de beurre de karité qu'elle propose,
mais également la quantité dont le marché a besoin. Parce que ça, c'est un autre écueil. Quand vous êtes une marque, il faut être capable de répondre au volume, l'effet volume. Souvent, on l'oublie. C'est vrai. Voilà, donc il faut être organisé pour pouvoir répondre à l'effet volume. Totalement. C'est là où le licensing peut vous aider. C'est-à-dire que vous allez être fabriqué peut-être par des gens à qui vous allez donner licence pour pouvoir produire. Mais si vous avez un beurre de qualité reconnu, connu, de qualité, demandé par les grandes maisons de cosmétiques dans le monde, je vous dis, la quantité de beurre de qualité ivoirienne ne suffira pas. Ne suffira pas. C'est incroyable ce que vous dites, hein. Mais c'est la réalité, Non, mais c'est un domaine... moi, je le vois positivement, parce que moi, je vois le champ du possible. J'ai la chance de travailler dans les marques depuis une trentaine d'années, donc je connais le sujet. Donc, pour moi, ça me paraît d'une évidence. Mais ces 30 ans m'ont appris. Alors, celui qui a 2 mois ou 6 mois ou 1 an dans la marque, c'est vrai que nos discussions vont virer court. Parce qu'il va prendre des raccourcis que je ne peux pas entendre. Bah oui, j'avoue, ouais, c'est vrai. C'est ça. Donc, à partir du moment où on est discipliné pour entrer dans le marché du branding, mais l'Afrique va dominer le monde. C'est de ça qu'on parle. Hein. Et bien justement, Monsieur Camara, quelle est la marque africaine qui est passée par le branding, le licensing et qui a pété les scores, qui a eu un succès fou? Vous n'en connaissez pas? Je n'en connais pas. Il n'y en a aucune. Je n'en connais pas. Ah bah ça, c'est grave. Je connais une marque, donc l'histoire que j'aime beaucoup, c'est Zamba, qui est une marque portée par une dame formidable, une marque d'origine malienne qui marche très très fort. Mais les volumes sont faibles. C'est ça. Vous savez, les entreprises africaines qui font plus d'1 milliard de dollars de chiffre d'affaires sont faibles. Quand on joue dans une compétition mondiale, il faut avoir les et moyens. qu'on est en train de se disputer des miettes, alors que les plus grandes capitalisations se challenge pour être à 3 000 milliards de dollars en actions, etc., on ne joue pas le même championnat. Mais est-ce que aussi, le problème ne serait pas qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup de financement? Nos banques, nos instituts n'accompagnent pas vraiment ces entreprises. Est-ce qu'on n'a pas vraiment cette culture comme on le fait aux États-Unis, au Canada ou ailleurs, même en Angleterre? Lorsque le projet est bon, on n'hésite pas à investir des millions. Je ne parle pas de quelques petits millions, des millions pour fournir une grosse entreprise, une grosse usine, une marque, un grand branding. Parce que sans les moyens, est-ce qu'on peut y arriver aussi? Les moyens sont un élément incontournable. Mais dans votre question, à un moment donné, vous y avez répondu. Vous avez dit, quand le produit est bon, les financements. Alors, donc, moi, j'inverse la problématique. Je pense que les projets africains ne sont pas accompagnés parce qu'ils ne sont pas bons. Ah, ça c'est grave, ça. Ah, c'est pas grave. Ah bah si, un peu quand même. Mais non, c'est pas grave. Mais parce que, au même titre que pour le branding, on n'est pas prêt de faire l'effort de faire ces classes pour maîtriser cette filière, bah oui. on n'est pas prêt à faire ces classes ou à être accompagné par des experts qui vont structurer votre projet. Et on les trouve où, les experts? Mais les experts, ils sont en Côte d'Ivoire, ils sont au Bénin, ils sont au Congo, etc. C'est des experts qui accompagnent à la structuration de projet pour lever des fonds. C'est un métier. Lever des fonds, c'est un métier. C'est vrai. Donc, on voudrait être quelqu'un qui coud bien, qui a une belle marque, qui fait tout seul son marketing, qui fait tout seul sa com, qui va lever des fonds, qui fait ses ventes, qui achète ses tissus, c'est pas possible. Est-ce que lors des masterclass, lorsqu'on viendra au salon, est-ce qu'on aura quelques experts présents avec qui on pourra prendre contact? Il n'y aura pas quelques. Il y aura des dizaines d'experts présents. Alors, je peux parler que l'édition qui a eu lieu en 2024, il y avait 12 experts américains que nous avons fait venir, puisque pour Brand Licensing Africa Abidjan 2026, nous sommes, et pour les 2 éditions, partenaires de Licensing International. Licensing International, c'est l'association de toutes les licences de marque mondiales. Le siège est à New York, et Maura Regan, la présidente, était présente à Abidjan. Sur les 12 experts qui sont venus en octobre 2024 à Abidjan, 8 découvraient l'Afrique. Ils ont participé à ce que je sois complètement effaré par le potentiel du marché du branding et du licensing. Donc, bon, c'était en anglais, mais il y avait des traducteurs, donc ces experts-là. Il y a des experts africains, il y a des experts ivoiriens qui sont intervenus, des experts de l'EIPI, des experts des enseignants, des experts directeurs marketing de grandes entreprises ivoiriennes qui sont des experts, des consultants. Il y a des consultants en branding. Comme dans toute activité, il y a des bons. Il faut prendre les bons. Chez les médecins, il y a des bons et des moins bons. Voilà. Donc, il faut aller chercher les bons accompagnants.
Donc, je reviens à la question de la PME. La PME, Mhm. qui, elle, se concentre sur son savoir-faire, Mhm. qui fait ce produit de qualité dont le standard est garanti dans la durée et qui est accompagné par les bons experts, Yasmine, je vous le dis avec beaucoup de tranquillité, c'est impossible qu'elle ne lève pas des fonds. C'est impossible. Ok. Elle n'aura même pas besoin d'aller les chercher parce que les financeurs, le financier, il vous vend de l'argent. Mhm. Son argent doit travailler. C'est ça. Pourquoi voulez-vous qu'il finance un projet parce que vous vous dites qu'il est bon? Quand il regarde votre structuration, il n'a pas besoin de votre commentaire pour savoir qu'il est bon. Il n'a pas besoin de votre commentaire. C'est pour ça qu'il vous demande des pièces, combien de temps d'exercice vous avez fait, où vous fabriquez, comment vous fabriquez, quelle est la pérennité, quelle est votre organisation, quel est votre management. Et puis vient cette notion de confiance. Mhm. Est-ce qu'il a confiance en vous? Mhm. 50% des gens à qui on prête de l'argent, c'est parce qu'on a confiance en eux. Bah oui. Oui. Bon, on ne va pas globaliser. Mais on est sur un continent où on ne rembourse pas bien. Donc, quand on ne rembourse pas bien, on scie la branche sur laquelle on est assis, mais on entame la branche sur laquelle les autres sont assis. Ah, Donc, c'est une cascade de Monsieur chute. Attention, attention, monsieur Camara. Alors, monsieur Camara, justement, vous savez, ici en Côte d'Ivoire, on a le gingembre, on a le baobab, on a le tomi et toutes ces choses. Normalement, on devrait exporter des jus à l'international, faire découvrir ce qu'on a, mais on n'a pas les conservateurs, on n'a pas les personnes. Au bout de 3-4 jours, les jus ont un problème, il faut les jeter automatiquement. Donc, quand on pense à la durée que ces jus pourraient faire en bateau le temps d'arriver de l'autre côté, bah, tout est pourri. C'est compliqué, hein? Oui, oui, c'est compliqué parce que... On n'a pas les bonnes personnes. Non, ce n'est pas une question de personne. Je pense qu'on n'a pas la bonne vision et qu'on n'a pas la bonne stratégie. Pourquoi voulez-vous vendre du jus de gingembre de l'autre côté de l'Atlantique tout de suite? Ah bah, parce que quand je vous entends parler, j'ai envie d'être milliardaire, Ah oui. automatiquement. Alors, on revient 30 ans en arrière, ou 40 ans. Moi, ça fait 40 ans que je vis en France. La nourriture japonaise et même chinoise n'était pas désirée. C'est vrai. C'est pas connu. 40 ans après, ou 30 ans après, aujourd'hui, il y a des têtes de gondole de sushi. Mhm. Même dans les gares. On revient 40 ans après, quand je suis arrivé en France pour faire mes études. Le hamburger avec les frites n'était pas un repas. N'était pas un repas de la gastronomie française. Mhm. Aujourd'hui, aucune table, aucun restaurant n'a pas à sa carte un hamburger C'est avec des vrai. frites. Fait maison, c'est vrai. Moi, j'ai assisté à l'arrivée de McDo en Afrique, en France. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont éduqué. Alors, vous êtes trop jeune pour avoir vu ça. Ils ont même fait des... Pas si jeune, monsieur Camara. Ils ont même fait des pubs pour expliquer aux Français que le hamburger ne se mangeait pas avec un couteau et une fourchette. Oh là là. Mais oui, C'est toute une culture, hein? on est début des années 90. Ah oui. Le premier McDo s'est fait brûler. En Ah. Bretagne, oui. Ah bon, en Mais- Bretagne aussi. 30 ans après, le premier plat servi dans les restaurants, le premier restaurateur français, c'est McDonald's. Ouais, on a Quick aussi maintenant et plein d'autres marques. C'est vrai que les hamburgers, Le temps long. c'est vrai. Vous voulez Consensus s'impose. que les Anglais, les Allemands, les Espagnols adoptent le jus de gingembre? Mais ce n'est pas un jus naturel pour eux. Qu'est-ce que vous avez fait en amont pour qu'ils rencontrent le jus de gingembre? C'est ce que les Japonais ont fait pour que les Occidentaux rencontrent le sushi, rencontrent le poisson cru. Et ils expliquent toutes les vertus qui vont autour, pour la santé, ce que ça pourrait faire au corps, à la Il faut longue. un plan stratégique C'est pour les vrai, produits, il faut c'est un plan vrai. stratégique pour les choses. Il n'y a pas de génération spontanée. Je suis d'accord avec vous. On ne peut pas de façon... ça peut être bien pour vous. Le jus de tamarin, c'est peut-être énormément de vertus, mais c'est OK. Mais vous avez des siècles de culture autour du tamarin. Vous savez de quoi on parle. Mm. Et vous allez sur un territoire qu'il ne connaît pas. Et Mais en quand- revanche, vous n'avez pas de pommes qui poussent chez vous, mais vous êtes fan de jus de pomme. Parce J'avoue, qu'ils ont ouais. fait le job. C'est vrai. Ils ont fait le job. Très bien Donc, dit. alors moi je dis, peut-être que dans un plan stratégique, il faudrait que nos produits transformés soient vendus en Occident, c'est OK. Mais on est 1,5 milliard, hein. Consommons-les déjà. Et consommons-les déjà en saison, Mhm, c'est avant de vrai. les stabiliser, parce que ça coûte un peu plus cher de vendre hors saison. C'est vrai. Je prends un exemple, l'exemple de la mangue. Mhm. Parce qu'on est dans la saison est là, de la c'est- mangue, bah et oui. c'est un fruit que D'ailleurs, j'en fais des que glaces j'adore. à la maison. Ah, formidable. Beaucoup font individuellement des coupes comme ça de mangue pour que lorsque la saison passe, ils aient encore de la mangue à manger.
Mais il y a une déclinaison possible de ces mangues dont 30% de la production reste en bord champ et n'atteignent pas les marchés. Confiture de mangue. Par exemple, Jus de mangue. ice cream de mangue. Mais est-ce qu'on a besoin de vendre à Londres pour faire ça? Non. Ça veut dire qu'on pourrait proposer une transformation de la mangue toute l'année, ne serait-ce que dans une partie de la Côte d'Ivoire. Il y a une très bonne marque burkinabé qui fait des jus de mangue, mais qui marche très bien. Et c'est très bon. Je ne me rappelle plus du nom, mais c'est une très bonne marque. Alors, Monsieur Camara. Oui, Yasmine. Monsieur Camara Youssouf. Je veux découvrir qui est Monsieur Camara Youssouf. Waouh. Oui, après tout ce que j'ai entendu, je suis bluffée, j'ai envie d'entreprendre. Et je me dis finalement, le petit dossier que j'avais de côté, j'ai négligé, je devrais plutôt y penser. Et attendre 5 ans pour fleurir, comme vous me l'avez dit. Parlez-moi un petit peu de vous. Présentez-vous, hein, on dirait. Oui, moi je suis Youssouf Camara, donc je dirige la Maison de l'Afrique, j'en suis le directeur général depuis 4 ans. Mais j'ai fait 35 ans de carrière dans ce qu'on appelle le retail, hein, c'est le monde de la distribution. Voilà, et j'ai fait énormément d'enseignes. J'ai fait mes classes chez Decathlon, j'ai travaillé chez Célio, chez Intersport, dans le groupe Bertelsmann pour Françoisie. J'ai dirigé des entités en France, en Belgique, en Suisse, au Canada. J'ai fait une pige en Chine. Wow. Et, mon dernier poste, avant d'être à la Maison de l'Afrique, j'étais directeur des opérations de Kiabi. Voilà. Donc j'étais dans ce monde dans le monde de la marque, du retail, la distribution, etc. Et avant de rentrer dans ce monde-là, j'étais consultant en marketing industriel. Donc, j'ai commencé dans l'industrie. Je m'ennuyais un peu, c'est pour ça que je suis allé dans la distribution grand public. Et je boucle un peu la boucle, puisque en tant que directeur général de la Maison de l'Afrique, je suis également consultant international et coach de dirigeants. Wow. Voilà ce que je fais de mes 24 heures. Alors, on parle de l'emploi en Afrique. Oh, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de travail. Qu'est-ce qu'on fait? On est jeune, on est intéressé, mais comment est-ce qu'on fait pour se renseigner? Vous avez parlé des écoles de business. Moi, j'ai fait London School of Business à Londres, LSBF, mais c'est vrai qu'on ne nous a pas du tout enseigné sur ça. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux jeunes? Alors, moi, je pense, sans présager de chiffres, que la filière professionnelle du branding et du licensing, à 10 ans, peut proposer des milliers d'emplois. Dans chaque pays africain. Pourquoi? Parce que c'est une expertise. Okay. Transformer l'actif de marque d'une entreprise à un actif important, c'est un métier, c'est un savoir-faire. Ça s'apprend. En général, c'est les business schools qui enseignent ça. Oui. Mais c'est une expertise également sur le terrain parce que qu'est-ce qui fait que vous êtes une marque? C'est un plan stratégique de marque avec des ingrédients, des valeurs, des attitudes, une culture, une pratique, un choix de distribution, un arbitrage sur vos partenaires, etc. Donc, il faut quelqu'un pour surveiller ça. Dans les grandes marques internationales, vous avez des responsables de marque. Alors, je n'ai pas fait une analyse des marques africaines ou des entreprises ivoiriennes. Ça m'étonnerait que le métier de directeur de marque existe en Côte d'Ivoire. Ça n'existe pas. Enfin, je ne pourrais pas me prononcer, mais je n'en ai jamais entendu parler. Moi, personnellement, après, je ne sais pas. Alors, vous ne pouvez pas prétendre vouloir être une marque internationale si vous n'avez pas une direction de marque. Donc, voilà un métier qui n'existe pas. Il faut se dépêcher de créer les compétences pour qu'il existe. Donc, il va travailler avec une équipe. Vous avez des experts par domaine qui va être vigilant sur la surveillance de votre marque, qui va être vigilant sur tout ce qui peut venir encocher, écorner un petit peu votre marque. Vous voyez, je vous donne un exemple souvent qui est emblématique. Une marque comme Coca-Cola, parce qu'on peut citer des marques très, très connues, dans leur principe, depuis une 50aine d'années, ils ont décliné sur énormément de produits. Par contre, les Coca-Cola n'étaient pas déclinés sur les serpillères et sur vous savez, les essuie-pieds qu'on a, parce qu'on n'essuie pas son pied sur une marque comme Coca-Cola. Ah bon? Oui. Donc, si vous n'avez pas un directeur de marque qui est vigilant, il met votre marque sur un produit comme ça, on met devant la maison. Donc, tous les jours, les gens avec leurs pieds sales, ils marchent sur votre marque. Monsieur Camara. Oui, Yasmine. C'était très grave. Pourquoi? Oui, parce que, Monsieur Camara, quand vous allez dans les marchés en Côte d'Ivoire, mais elle a tenté que les t-shirts Coca-Cola pour essuyer plus par terre. Ça devient une serpillère. Peut-être que vous savez qu'en Afrique, on n'aime pas les serpillères, on trouve que ça se déchire vite. On aime utiliser soit les vieilles serviettes ou même les t-shirts. Donc, à partir d'aujourd'hui, si je vois quelqu'un marcher sur la main de Coca, je vous appelle depuis les Champs-Élysées. Je vous dis, Monsieur Camara, il y a des délices en Côte d'Ivoire. Mais c'est là où vous voyez, la marque est devenue
tellement forte Je t'ai dit. que ce qu'elle interdisait il y a 50 ans, qu'elle contrôlait, elle n'a même plus besoin de le contrôler. Ça se fait. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus nuire à cette marque, Wow. même en l'utilisant comme une serpillière. C'est ça la force de la marque. Donc il y a des métiers dans la direction des marques. La qualité. Les directeurs de qualité sont au service de la qualité de produits. Mais une vraie direction de qualité dans une industrie et dans une entreprise de grande consommation, ils sont au service de la marque. Parce que de garantir la même qualité 10 ans d'affilée, ça assoit la réputation de la marque. C'est vrai. Zéro bug. C'est vrai. Donc c'est un métier de la marque. C'est Alors, vrai. combien y a-t-il de personnes qui s'occupent de la qualité dans les entreprises? Voilà un deuxième exemple. Donc, pendant Brand Licensing Africa, on va ouvrir des débats, des discussions autour de ces questions-là. Il faut que les écoles se l'approprient. Il faut que les étudiants se l'approprient. Totalement d'accord. Il faut que les jeunes professionnels, on a la chance d'être aujourd'hui dans un monde ouvert, avec une capacité d'apprentissage très très forte en open source, il faut apprendre les métiers liés au branding et les métiers liés au licensing. Bon, divisez par 2 votre scrolling et apprenez à faire du branding licensing. Vous pourrez monnayer votre savoir-faire. Ouais, c'est très bien dit. C'est vrai qu'on scrolle toute la journée sans rien apprendre. On fait même des cauchemars des fois. Parce qu'on a vu que des choses bizarres. Non, moi, on peut faire un film, hein, ça marche ou ça marche pas, mais les belles histoires débarquent comme ça. Vous êtes un jeune qui maîtrisait tellement cette notion de branding et vous adressez à une PME qui a peut-être pas les moyens d'avoir un directeur de marque, etc. Et vous lui proposez un plan stratégique de branding pour l'accompagner, etc. Mais demain, si vous arrivez à convaincre le CEO de la boîte, vous rentrez par la petite porte et vous terminez directeur de la marque. Waouh. Il faut créer son job. Oui, c'est vrai, parce que le plus important, c'est de remplir le chiffre d'affaires, c'est le doubler, le tripler, etc. Donc, le temps long, Yasmine, le temps long. Temps long. Apprendre et se dire que le branding, c'est une industrie. C'est pas une décision de soi. Je couds bien, donc j'ai une marque. Non. Non. C'est vos clients qui vous reconnaissent comme étant une marque. C'est pas vous qui dites que vous êtes une marque. C'est vrai. Waouh. Et le licensing, ça tombe tout seul. On vient vous chercher. On vient vous chercher. Voilà, Yasmine, figure emblématique de la communication, du journalisme, etc. Belle image. Mais écoutez, grand salon international à New York, on vient chercher Yasmine et ça devient une marque. Inch'Allah. C'est l'heure de ce Donc vous podcast. aussi, vous avez les ingrédients d'une marque. Avez-vous un plan stratégique pour être une marque? Mais j'arrive au salon. Hein. J'arrive au salon pour voir les experts et ne vous inquiétez pas. On se revoit pour le prochain podcast en route pour le Brand License Africa. Je donne souvent cet exemple qui m'a interpellé quand je regardais ces notions de licensing. Au Moyen-Orient, alors je ne suis pas forcément intéressé par ça, mais l'histoire des métiers de la table, les assiettes, les verres, les couverts, etc., sont un peu surprenants. Et j'ai trouvé une marque qui était vraiment prisée par les émirs. C'est une marque, mais qui n'a rien à voir avec les couverts. Cette marque, c'est Brigitte Bardot. Oui. Donc voilà un nom d'une personne qui est devenue une marque d'art de la table la plus prisée aux Émirats Arabes Unis. C'est extraordinaire. Et j'imagine aux Émirats le chiffre qu'elle doit se faire. Donc vous voyez quelques célébrités ivoiriennes qui pourraient être des marques. Parce que c'est la réalité. Des fois, moi, il m'est arrivé d'être au fin fond du monde et dire, voilà, mais je suis ivoirien, etc. Les gars disent, ivoirien, café cacao, non, ananas, non. Didier Drogba, ah oui. Mais c'est vrai. Voilà une marque. C'est vrai. Et rien à dire. Didier Drogba, goal. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Je pense qu'on ne finira pas d'apprendre avec vous, à vos côtés. Merci en tout cas de nous éclairer. Merci pour les PME. Merci pour l'Afrique. Merci pour cette évolution. Merci de vouloir faire de l'Afrique une industrie à l'international. Merci de nous positionner grâce à des personnes comme vous, des leaders, des devanciers. L'Afrique peut se dire aujourd'hui être sur la bonne voie. Merci à nos pères fondateurs parce que d'avoir eu en 1974 l'idée de créer la Maison de l'Afrique nous oblige, hein, moi en tout cas m'oblige, quand je prends la direction de dire mais comment je peux faire bénéficier au continent africain
de ce que les pères fondateurs ont fait, qui depuis 52 ans existe encore, en branding et en licensing. Le prochain podcast d'une autre personne, dans une autre génération, on commencera par Félix Houphouët-Boigny, ensuite on parlera de Senghor, ensuite on parlera de Pompidou, et on parlera de Camara. Moi, mis là-bas. Monsieur Youssourama, c'est la fin du podcast. Merci. Un mot pour tous ceux qui vous regardent, un appel, un mot pour regarder la caméra. Alors, un mot pour tous ceux qui nous regardent. Vous avez rendez-vous le 15 et 16 octobre 2026 au Parc des Expositions d'Abidjan pour Brand Licensing Africa Abidjan 2026. Le premier salon de branding et de licensing en Afrique. Et là, c'est la 2e édition. Et là, vous allez commencer à entamer le plus grand escalier du développement de vos affaires, marche par marche, en rencontrant des experts, en assistant à des masterclass et en découvrant également des stands d'exposition de produits. Nous vous attendons nombreux. Monsieur Camara, pour faire un grand salon comme le vôtre, qu'est-ce qu'il faut? C'est quoi l'organisation derrière? Un salon de ce type, déjà, il faut que vous ayez un leadership qui comprenne, et en la personne du président du conseil d'administration de la Maison de l'Afrique, M. Touré, qui a compris que ce salon pouvait être utile à l'économie ivoirienne et africaine. Et deuxièmement, qu'il s'en approprie, donc c'est la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire qui est organisateur du salon. À cela, vous allez ajouter tout l'écosystème d'experts qu'il y a autour, le partenariat avec le Licensing International, première association de licence de marques des États-Unis, dans laquelle vous avez des plus grandes marques auxquelles vous pouvez penser aux États-Unis sont dans cette association-là. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à terme, les marques ivoiriennes qui joueront le jeu du chemin de BLA seront connectées dans une association mondiale dans laquelle il y a une marque. Un commissaire au salon, Océan International, qui nous a accompagnés avec succès sur la première édition. Voilà, qu'on a reconduit pour la 2e édition. Et nous allons innover en invitant un pays. Nous allons inviter un pays. Nous avons l'ambition d'avoir le Bénin comme pays hôte. Et à l'ouverture, nous avons envie de raconter l'histoire du branding de la nation, du branding du pays. Et le Bénin, que beaucoup observent, raconte une belle histoire autour du vaudou depuis quelques années, depuis des décennies. Voilà. Bah, j'y étais, et c'est du branding. C'est du branding. C'est vrai, c'est du branding. Ben oui, c'est une stratégie. À l'initiative de ça, vous avez un chef d'État qui a eu la vision de faire de la culture de son pays une marque pour son pays et changer la vision de son pays. Voilà. Donc cette année, nous espérons avoir le Bénin comme pays hôte. Monsieur Camara, il y avait beaucoup de stars américaines, des artistes, des chanteuses, des acteurs. Il n'y avait plus de place dans les hôtels. Et je me disais, mais comment ça se fait? Moi, je suis arrivée vraiment sans savoir que ça existait, une semaine avant. Et on m'a dit, madame, soit vous restez, soit vous partez. Parce qu'il n'y a plus de place, on a des gens qui ont réservé. Je me suis dit, mais c'est quoi l'événement? Le Vaudou Day? Ben oui. Ben, ça va durer des décennies. Indicateur de performance, première édition, 7000 personnes. 3e édition, 700 000 personnes. Belle ouverture d'esprit, pour vivre la culture africaine. Oui, mais vous voyez le potentiel. Oui. Vous voyez ici... la fête des générations. On en a beaucoup. Mais belle fête de génération. Merci. À Bissa, Bassam. Merci. Fête de génération, comment on appelle ça? À Blocos, à Anono, un peu partout, à Agban. Mais on n'a pas eu... Ça doit obéir à une vision, ça doit obéir à un plan stratégique et ça doit obéir à une exécution parfaite. Je suis une PME, je veux m'inscrire pour le salon. Comment est-ce que ça se passe? Alors, vous allez sur www.Brand Licensing Africa et là, vous avez le lien participer et directement, vous pouvez vous inscrire. Très bien. Merci, c'était En route pour le Brand Licensing Africa. Rendez-vous à toutes les PME, aux grands industriels. Ensemble, on fera de l'Afrique un vainqueur.